Au cours de l'automne 1892, un médecin de mes amis me demanda d'examiner une très jeune fille qui, depuis plus de 2 ans, souffrait de douleurs dans les jambes et marchait avec difficulté. Il ajouta qu'il s'agissait, d'après lui, d'une hystérie, bien qu'aucun symptôme habituel de cette névrose ne soit décelable. Il connaissait un peu la famille de la malade et savait que les années écoulées lui avaient apporté beaucoup de malheur et peu de joie. D'abord, la malade avait perdu son père, puis sa mère avait dû subir une grave opération aux yeux, et bientôt après, une de ses sœurs mariées était morte d'une affection cardiaque après son accouchement. C'est notre patiente qui avait eu la plus grande part de tous les soucis, ainsi que de tous les soins à donner. Ma première entrevue avec cette jeune fille, alors âgée de 24 ans, ne me permit pas d'éclairer davantage le cas. Elle paraissait intelligente et supportait les souffrances qui gênaient ses relations sociales et ses plaisirs avec la mine sereine et, me dis-je, la belle indifférence des hystériques. Elle marchait le buste penché en avant, mais sans appui. Sa démarche ne rappelait aucune démarche pathologique connue et ne paraissait d'ailleurs pas extraordinairement anormale. Elle se plaignait de souffrir beaucoup et de se fatiguer tout de suite en marchant, et lorsqu'elle restait debout. Très vite, elle allait se reposer et les douleurs s'atténuaient sans pourtant jamais disparaître tout à fait. Elles étaient de nature indéterminée, une sorte de fatigue douloureuse, et émanaient le plus souvent d'une assez grande étendue, mal délimitée, à la face antéro-supérieure de la cuisse droite. C'est là aussi qu'elles atteignaient leur plus grande intensité, et que la peau et les muscles étaient le plus sensibles à la pression et au pincement, tandis que les piqûres d'épingle ne provoquaient aucune réaction. L'hyperesthésie de la peau et des muscles s'observait non seulement à cet endroit, mais encore sur presque toute la surface des 2 jambes. Les muscles étaient peut-être encore plus douloureux que la peau, mais c'était sans conteste aux cuisses que la douleur était la plus forte. La motilité des jambes n'était pas diminuée. Les réflexes étaient d'intensité moyenne, et tous les autres symptômes faisaient défaut, de sorte que rien ne pouvait faire présumer la présence d'une grave affection organique. Le mal s'était progressivement développé depuis 2 ans, avec des intensités variables. Pour déterminer le traitement, nous partîmes donc de l'hypothèse d'une maladie mixte. Nous recommandâmes la continuation des massages systématiques et de la faradisation des muscles, sans tenir compte des douleurs que ces traitements provoqueraient. Je me réservais le traitement des jambes par une franklinisation énergique, ceci afin de rester en contact avec la malade. Quand elle me demanda si elle devait s'efforcer de marcher, je lui répondis par une nette affirmation. Nous obtînmes ainsi une légère amélioration. La malade paraissait particulièrement apprécier de plus en plus les chocs électriques douloureux, et plus ceux-ci étaient forts, plus ils semblaient atténuer les souffrances de la malade. Pendant ce temps, mon collègue préparait le terrain en vue d'un traitement psychique, et lorsqu'après 4 semaines de ce simulacre de traitement, j'en viens à proposer une cure psychologique et que je donnais à la malade quelques renseignements sur le procédé employé et son mode d'action, je rencontrais tout de suite chez elle de la compréhension et peu de résistance. Cependant, la tâche que j'entrepris alors s'avéra une des plus ardues que j'eusse jamais réalisées. Et parmi toutes les difficultés que je dus alors surmonter, celle-ci occupa une bonne place. Pendant longtemps, je ne pus comprendre le rapport unissant cette histoire de la maladie et le mal lui-même, qui trouvait cependant dans la série des incidents vécus sa cause et sa détermination. Lorsqu'on entreprend un traitement cathartique de cette sorte, il faut d'abord se demander si le sujet connaît l'origine et le motif de sa maladie. Ensuite,
il deviendra sans doute superflu d'utiliser une technique quelconque particulière pour le pousser à révéler l'histoire de son mal. L'intérêt qu'on lui témoigne, la compréhension qu'on lui fait pressentir, l'espoir de guérir qu'on fait luire à ses yeux, pousse le malade à livrer son secret. Dès le début, je soupçonnais que Fräulein Elisabeth devait connaître les motifs de sa maladie. Donc qu'elle renfermait dans son conscient non point un corps étranger, mais seulement un secret. En la regardant, on pensait aux paroles du poète. Ce petit masque-là fait augurer un sens caché. Je pus donc tout de suite renoncer à l'hypnose en me réservant pourtant d'y recourir plus tard dans le cas où, au cours de la confession, la mémoire de la malade ne parviendrait pas à mettre en lumière certaines associations. Ce fut là ma première analyse complète d'une hystérie. Elle me permit de procéder pour la première fois à l'aide d'une méthode que j'érigeai plus tard en technique à l'élimination par couche des matériaux psychiques, ce que nous aimions à comparer à la technique de défouissement d'une ville ensevelie. Je me faisais d'abord raconter par la malade tout ce qui lui était connu, en notant avec soin les passages où une association demeurait énigmatique, où un maillon semblait manquer dans la chaîne des motivations. Puis je poussais ensuite plus avant dans les couches profondes du souvenir, en utilisant dans ce cas soit l'investigation hypnotique, soit une technique analogue à cette dernière. Si nous employions ce procédé, c'est naturellement parce que nous espérions mettre en lumière une détermination parfaitement suffisante. Nous parlerons bientôt des moyens d'exploration en profondeur. Le mariage de la deuxième sœur semblait devoir apporter plus de joie à la famille, car ce beau-frère, bien que moins doué intellectuellement que l'autre, était un homme fait pour plaire à des femmes, ayant des sentiments délicats et habitué à tous les égards. Son comportement réconcilia Élisabeth avec l'institution du mariage et avec la pensée du sacrifice que celui-ci impliquait. En outre, les jeunes gens vinrent habiter tout près de la mer, et leur enfant devint le préféré d'Élisabeth. Malheureusement, l'année où cet enfant naquit fut troublée par un autre événement. L'état des yeux de la mère exigea une cure d'obscurité de plusieurs semaines, à laquelle Élisabeth s'astreignit aussi. Puis une opération fut déclarée indispensable, et les inquiétudes causées par cette intervention coïncidèrent avec les préparatifs du départ du premier beau-frère. L'opération, une fois pratiquée, par un grand ophtalmologue, les trois familles se réunirent pour passer ensemble les vacances dans une ville d'eau. Élisabeth, épuisée par les soucis qui l'avaient accablée pendant les derniers mois, aurait dû se remettre durant cette période de détente où, pour la première fois depuis la mort du père, souffrances et craintes avaient cessé d'accabler la famille. Mais ce fut justement pendant cette villégiature qu'apparurent les douleurs et les troubles de la locomotion. Les douleurs s'étaient déjà fait sentir peu de temps auparavant, mais elles ne devinrent violentes qu'après un bain chaud pris dans l'établissement hydrothérapique de l'endroit. L'apparition des douleurs fut attribuée à une longue promenade, une marche d'une demi-journée faite quelques jours auparavant. On crut ainsi qu'Élisabeth s'était surmenée et avait ensuite pris froid. À partir de ce jour, Élisabeth devint la malade de la famille. Un médecin lui conseilla d'aller passer la fin de l'été dans une ville d'eau, à Gastein, où elle se rendit avec sa mère, non sans que de nouveaux soucis ne fussent venus l'assaillir. Sa deuxième sœur se trouvait de nouveau enceinte et, d'après les nouvelles qu'on en avait, cette grossesse s'annonçait fort mal. De ce fait,
Elisabeth se décida très difficilement à partir pour Gastein, et 2 semaines à peine plus tard, sa mère et elle furent appelées auprès de la malade, maintenant alitée et qui n'allait pas bien. Je décidai donc de demander directement au conscient élargi de la malade à quelle impression psychique était liée la première apparition des douleurs. Il fallait pour cela plonger la malade dans l'état hypnotique, mais malheureusement je fus forcé de reconnaître que le procédé utilisé à cet effet ne parvenait pas à mettre la patiente dans un état différent de celui où elle m'avait fait sa confession. Je dus me tenir pour satisfait de ne pas l'entendre dire cette fois d'un air triomphant: « Vous voyez, je ne dors pas, il n'y a pas moyen de m'hypnotiser. » Dans mon embarras, l'idée me vint d'utiliser le procédé par pression sur la tête, que j'ai exposé en détail dans une précédente observation, celle de Miss Lucy. Je le pratiquais en recommandant expressément à la malade de me faire part de tout ce qui surgirait devant son regard intérieur ou dans son esprit. Elle resta longtemps muette et reconnut ensuite, lorsque j'insistais, qu'elle avait pensé à une soirée où un jeune homme l'avait raccompagnée chez elle, à la conversation qu'ils avaient eue, à l'impression ressentie en retournant au chevet de son père malade. En faisant pour la première fois mention de ce jeune homme, elle m'ouvrait un nouveau champ d'investigation que je ne pus défricher que peu à peu. Il s'agissait là d'un secret dont nul, sauf une amie commune, n'avait eu vent, non plus que les espoirs qu'elle nourrissait à ce sujet. La famille de ce garçon, ami des R depuis longtemps, habitait près de leur ancienne demeure, et le jeune homme, orphelin, s'était attaché avec beaucoup de dévouement au père d'Élisabeth, se laissait guider par lui dans sa carrière, et avait étendu aux femmes de la famille son affection pour le père. De nombreux souvenirs de lectures faites en commun, d'échanges de vues, de réflexions qu'il avait faites et qui furent répétées à la jeune fille renforcèrent chez elle la conviction peu à peu croissante qu'il l'aimait et la comprenait, et qu'en l'épousant, elle ne s'exposerait pas aux sacrifices redoutés que le mariage devait, selon elle, impliquer. Malheureusement, il n'était son aîné que de peu d'années et se trouvait encore fort loin d'avoir une situation indépendante. Mais elle était bien décidée à l'attendre. La grave maladie du père et les exigences de son rôle d'infirmière fit que leurs relations s'espacèrent de plus en plus. C'est au cours de la soirée dont elle se souvint en premier lieu que son sentiment atteignit un point culminant, mais il ne s'était pas expliqué encore. Ce jour-là, elle s'était laissée convaincre par les siens et par son père lui-même de quitter la chambre du malade pour se rendre à cette réunion où elle pouvait s'attendre à le rencontrer. Elle voulait se dépêcher de rentrer, mais on l'obligea à rester et elle céda quand il lui promit de la raccompagner. Elle ne s'était jamais sentie aussi attirée vers lui que durant le chemin du retour. Mais quand, en plein ravissement, elle rentra tard à la maison, elle trouva que l'état de son père s'était aggravé et se fit les plus amers reproches d'avoir consacré tant de temps à ses propres plaisirs. Ce fut la dernière fois qu'elle abandonna pour toute une soirée son père malade. Elle ne revit plus que rarement cet ami. Après la mort du père, il parut se tenir éloigné par respect pour la douleur de la jeune fille, puis le sort l'entraîna vers d'autres voies. Elle dut s'habituer à reconnaître que l'intérêt dont il avait fait preuve à son égard avait été étouffé par d'autres sentiments et qu'il était perdu
pour elle. Cet échec de son premier amour la faisait encore souffrir chaque fois qu'elle y repensait. Je décidai donc de demander directement au conscient élargi de la malade à quelle impression psychique était liée la première apparition des douleurs. Il fallait pour cela plonger la malade dans l'état hypnotique, mais malheureusement je fus forcé de reconnaître que le procédé utilisé à cet effet ne parvenait pas à mettre la patiente dans un état différent de celui où elle m'avait fait sa confession. Je dus me tenir pour satisfait de ne pas l'entendre dire cette fois d'un air triomphant : « Vous voyez, je ne dors pas, il n'y a pas moyen de m'hypnotiser !» Dans mon embarras, l'idée me vint d'utiliser le procédé par pression sur la tête, que j'ai exposé en détail dans une précédente observation, celle de Miss Lucy. Je le pratiquais en recommandant expressément à la malade de me faire part de tout ce qui surgirait devant son regard intérieur ou dans son esprit. Elle resta longtemps muette et reconnut ensuite, lorsque j'insistais, qu'elle avait pensé à une soirée où un jeune homme l'avait raccompagnée chez elle, à la conversation qu'ils avaient eue, à l'impression ressentie en retournant au chevet de son père malade. En faisant pour la première fois mention de ce jeune homme, elle m'ouvrait un nouveau champ d'investigation que je ne pus défricher que peu à peu. Il s'agissait là d'un secret dont nul, sauf une amie commune, n'avait eu vent, non plus que les espoirs qu'elle nourrissait à ce sujet. La famille de ce garçon, ami des R depuis longtemps, habitait près de leur ancienne demeure, et le jeune homme, orphelin, s'était attaché avec beaucoup de dévouement au père d'Élisabeth, se laissait guider par lui dans sa carrière, et avait étendu aux femmes de la famille son affection pour le père. De nombreux souvenirs de lectures faites en commun, d'échanges de vues, de réflexions qu'il avait faites et qui furent répétées à la jeune fille renforcèrent chez elle la conviction peu à peu croissante qu'il l'aimait et la comprenait, et qu'en l'épousant, elle ne s'exposerait pas aux sacrifices redoutés que le mariage devait, selon elle, impliquer. Malheureusement, il n'était son aîné que de peu d'années et se trouvait encore fort loin d'avoir une situation indépendante. Mais elle était bien décidée à l'attendre. La grave maladie du père et les exigences de son rôle d'infirmière fit que leurs relations s'espacèrent de plus en plus. C'est au cours de la soirée dont elle se souvint en premier lieu que son sentiment atteignit un point culminant, mais il ne s'était pas expliqué encore. Ce jour-là, elle s'était laissée convaincre par les siens et par son père lui-même de quitter la chambre du malade pour se rendre à cette réunion où elle pouvait s'attendre à le rencontrer. Elle voulait se dépêcher de rentrer, mais on l'obligea à rester et elle céda quand il lui promit de la raccompagner. Elle ne s'était jamais sentie aussi attirée vers lui que durant le chemin du retour. Mais quand, en plein ravissement, elle rentra tard à la maison, elle trouva que l'état de son père s'était aggravé et se fit les plus amers reproches d'avoir consacré tant de temps à ses propres plaisirs. Ce fut la dernière fois qu'elle abandonna pour toute une soirée son père malade. Elle ne revit plus que rarement cet ami. Après la mort du père, il parut se tenir éloigné par respect pour la douleur de la jeune fille, puis le sort l'entraîna vers d'autres voies. Elle dut s'habituer à reconnaître que l'intérêt dont il avait fait preuve à son égard avait été étouffé par
d'autres sentiments et qu'il était perdu pour elle. Cet échec de son premier amour la faisait encore souffrir chaque fois qu'elle y repensait. Une scène se détachait nettement de toutes celles qui, d'après cette liste, auraient rendu la locomotion douloureuse. Une promenade faite en compagnie de beaucoup de gens, dans un lieu de villégiature dont nous avons parlé et qui avait été trop longue. Elle ne me raconta qu'avec hésitation les détails de cette histoire, dont certains points demeurèrent obscurs. Étant ce jour-là d'humeur particulièrement douce, elle s'était jointe, avec plaisir, à un groupe de personnes amies. La journée était belle, pas trop chaude. Sa mère devait rester à la maison. Sa sœur aînée venait de repartir. La cadette s'était sentie souffrante, mais n'avait pas voulu trouver le plaisir des autres. Le mari de cette seconde sœur, après avoir déclaré qu'il resterait avec sa femme, finit par se décider à faire la promenade pour accompagner Élisabeth, dit-il. Cette scène paraissait avoir joué un rôle important dans la première apparition des souffrances, car la jeune fille se rappelait s'être sentie très fatiguée après avoir éprouvé de violentes douleurs au retour de cette excursion, mais elle ne put dire sûrement si elle avait souffert auparavant. Je fis ressortir que dans le cas où elle aurait éprouvé de vives douleurs, elle n'aurait sans doute pas décidé de faire cette longue route. Lorsque je lui demandais ce qui, dans cette promenade, avait pu provoquer ces douleurs, elle fit une réponse peu claire, disant que le contraste entre son isolement et le bonheur conjugal de sa sœur malade, qui lui mettait sans cesse sous les yeux le comportement de son beau-frère, lui avait été douloureux. Une autre scène, très apparentée à la précédente, jouait un rôle dans les rapports des douleurs avec la posture assise. C'était peu de jours après la promenade. Sa sœur et son beau-frère étaient repartis. Elle se sentit énervée, nostalgique, se leva tôt et gravit une petite colline jusqu'à un certain endroit où ils s'étaient souvent rendus ensemble et d'où l'on avait une vue magnifique. Là, elle s'assit et songea de nouveau à sa solitude, au destin de sa famille. Cette fois, elle m'avoua sans détour avoir ressenti le désir ardent de trouver le même bonheur que sa sœur. C'est au retour de cette méditation matinale qu'elle fut saisie de violentes douleurs et, le soir même, elle prit le bain, à la suite duquel ces douleurs s'installèrent définitivement. Je l'interrogeai donc sur les circonstances et les causes de la première apparition des douleurs. Ses pensées s'attachèrent alors à ses vacances dans la ville d'eau où elle était allée avant son voyage à Gastein. Et certaines scènes surgirent que nous avions déjà plus superficiellement traitées auparavant. Elle parla de son état d'âme à cette époque, de sa lassitude après tous les soucis que lui avait causés la maladie ophtalmique de sa mère et les soins qu'elle lui avait donnés à l'époque de l'opération. Elle parla enfin de son découragement final en pensant qu'il lui faudrait, vieille fille solitaire, renoncer à profiter de l'existence et à réaliser quelque chose dans la vie. Jusqu'alors, elle s'était trouvée assez forte pour se passer de l'aide d'un homme. Maintenant, le sentiment de sa faiblesse féminine l'avait envahie, ainsi que le besoin d'amour, et alors, suivant ses propres paroles, son être figé commença à fondre. En proie à un pareil état d'âme, le remariage de sa sœur cadette fit sur elle la plus grande impression. Elle fut témoin de tous les tendres soins dont le beau-frère entourait sa femme, de la façon dont ils se comprenaient d'un seul regard, de leur confiance mutuelle. On pouvait évidemment regretter que la deuxième grossesse succédât aussi rapidement à la première. Mais sa sœur, qui savait que c'était là la cause de sa maladie, supportait allègrement son mal, en pensant que l'être aimé en était la cause. Au moment de la promenade, qui était étroitement liée aux douleurs d'Élisabeth, le beau-frère avait tout d'abord refusé de sortir, préférant rester auprès de sa femme malade,
Mais un regard de celle-ci, pensant qu'Élisabeth s'en réjouirait, le décida à faire cette excursion. La jeune fille resta tout le temps en compagnie de son beau-frère. Ils parlèrent d'une foule de choses intimes, et tout ce qu'il lui dit correspondait si harmonieusement à ses propres sentiments qu'un désir l'envahit alors, celui de posséder un mari ressemblant à celui-là. Puis ce fut le matin qui suivit le départ de la sœur et du beau-frère qu'elle se rendit à ce site, promenade préférée de ceux qui venaient de partir. Là, elle s'assit sur une pierre et rêva à nouveau d'une vie heureuse, comme celle de sa sœur, et d'un homme, comme son beau-frère, qui saurait capter son cœur. En se relevant, elle ressentit une douleur qui disparut cette fois-là encore, et ce ne fut que dans l'après-midi qui suivit un bain chaud pris dans cet endroit, que les douleurs réapparurent pour ne plus la quitter. Il fallait décider, à présent, des moyens propres à soulager la malade. En premier lieu, je voulus lui fournir l'occasion de se débarrasser par abréaction de tous les émois accumulés. Nous étudiâmes les premières impressions provoquées par ses rapports avec son beau-frère au point de vue de cette inclination maintenue inconsciente. Nous y pûmes déceler tous les petits signes précurseurs, tous les indices dont une passion en plein développement sait rétrospectivement si bien faire usage. Lors de sa première visite à la maison, il avait pris Élisabeth pour la fiancée qu'on lui destinait. Il l'avait saluée avant son insignifiante sœur aînée. Un soir, il s'était entretenu avec tant d'animation et paraissait si bien s'entendre que la fiancée avait interrompu leur entretien en disant d'un ton mi-plaisant, mi-sérieux « Au fond, vous auriez été faits l'un pour l'autre. » Une autre fois, dans une société qui ignorait encore les fiançailles, il fut question du jeune homme, et une amie critiqua un défaut de conformation de celui-ci en disant qu'il avait dû être atteint d'une ostéopathie dans son enfance. La fiancée ne broncha pas, mais Élisabeth s'emporta et affirma, avec une vivacité qui l'étonna elle-même, l'absence de défaut physique chez son futur beau-frère. Pendant que nous examinions à fond ces réminiscences, Élisabeth reconnut que depuis longtemps, peut-être même depuis le début de leur relation, ses tendres sentiments à l'égard du jeune homme étaient demeurés assoupis en elle et devaient avoir emprunté l'aspect de simples liens de parenté, ainsi que l'exigeait sa conception élevée de la famille. Cette abréaction obtint incontestablement d'heureux résultats. Cependant, je pus apporter à ma malade plus de soulagement encore en me préoccupant amicalement de sa situation présente. C'est ainsi que je m'assurai un entretien avec Madame von R., femme compréhensive et pleine de délicatesse, bien que déprimée par les derniers événements de sa vie. Elle m'apprit que l'accusation d'indélicatesse portée contre le veuf par le premier beau-frère, et qui avait été si pénible à Élisabeth, n'avait pas été retenue à la suite d'investigations plus poussées. Le caractère du jeune homme ne laissait prise à aucun soupçon. Il s'agissait simplement d'un malentendu, d'une manière différente d'apprécier la valeur de l'argent, celui-ci, en effet, étant pour un commerçant un instrument de travail, alors qu'il est apprécié tout à fait différemment par un fonctionnaire. Rien, en dehors de cela, ne subsistait de cet incident, en apparence si pénible. Je priais cette dame de donner dorénavant à Élisabeth toutes les explications dont elle aurait besoin et de lui fournir à l'avenir toutes les occasions possibles de parler à cœur ouvert, puisque je l'y avais habituée. Je désirais naturellement savoir aussi si la jeune fille pouvait espérer une réalisation de ses désirs devenus conscients. Les choses semblaient ici moins favorables. Madame von R. dit avoir depuis longtemps soupçonné l'inclination d'Élisabeth pour son beau-frère, mais sans savoir que ce sentiment avait déjà joué un rôle du vivant de sa sœur. Toute personne ayant l'occasion de voir les deux jeunes gens réunis
ce qui était rare maintenant, devait se rendre compte du désir qu'avait Élisabeth de plaire à son beau-frère. Toutefois, ni la mère, ni les conseillers de la famille ne se montraient favorables à cette union. Le jeune homme, ayant une santé délicate, qu'avait encore ébranlé la mort d'une femme bien-aimée, rien ne laissait d'ailleurs penser qu'il se trouvait assez remis de son choc moral pour contracter une nouvelle union. Et peut-être ne se montrait-il aussi distant que parce que, étant peu sûr de lui-même, il voulait éviter les commérages toujours possibles. Cette réserve des deux parties intéressées ne pouvait guère que faire échouer le dénouement désiré par Élisabeth. Je fis part à la jeune fille de tout ce que m'avait appris sa mère, et j'eus la satisfaction de la rassurer en lui donnant l'explication de l'affaire d'argent citée plus haut. D'autre part, je l'invitai à supporter paisiblement l'incertitude du destin qui ne pouvait être dissipée. Mais l'époque estivale déjà avancée nous contraignit alors à mettre fin au traitement. Elle se trouvait à nouveau en meilleur état. Il n'était plus question entre nous de ces douleurs depuis que nous nous étions préoccupés des causes qui les avaient provoquées. Nous avions tous deux l'impression d'avoir achevé notre tâche. Néanmoins, je me disais que, malgré tout, l'abréaction de la tendance réprimée n'avait pas été poussée jusqu'au bout. Je considérais la malade comme guérie et lui conseillais de continuer à poursuivre elle-même ses efforts en vue d'une solution, puisque le chemin était déjà frayé. Elle ne s'y opposa pas et partit avec sa mère pour passer les vacances en compagnie de sa sœur aînée et de la famille de celle-ci. Ajoutons quelques brefs renseignements sur le cours ultérieur de la maladie de Fräulein von R. Quelques semaines après qu'elle eut pris congé de moi, sa mère m'adressa une lettre désespérée. Elle m'y disait qu'elle avait tenté de parler à Élisabeth de ses affaires de cœur et que celle-ci était aussitôt entrée dans une violente colère et que ses douleurs l'avaient reprise depuis lors. En outre, elle m'en voulait beaucoup parce que j'avais trahi son secret et se montrait parfaitement intraitable. Le traitement aurait donc totalement échoué. Que faire maintenant ? Élisabeth ne voulait plus entendre parler de moi. Je ne répondis pas. Comme elle n'était plus sous ma férule, il fallait s'attendre à ce qu'elle tentât, cette fois encore, de refuser l'intervention de sa mère et de revenir à son extrême réserve d'autrefois. Cependant, j'étais presque sûr que tout s'arrangerait et que mes efforts n'auraient pas été vains. 2 mois plus tard, les 2 dames étaient de retour à Vienne et le collègue qui m'avait adressé la malade m'apprit qu'Élisabeth se portait parfaitement bien et qu'elle se comportait en personne normale tout en souffrant pourtant de temps en temps de ses jambes. Depuis, elle m'a fait à plusieurs reprises parvenir des messages analogues, promettant chaque fois de revenir me voir. Mais, et c'est là un fait qui caractérise les rapports personnels établis pendant ces sortes de traitements, elle ne le fit jamais. Ainsi que mon confrère me l'affirme, elle peut être considérée comme guérie. Quant à l'attitude du beau-frère à l'égard de la famille, elle ne s'est pas modifiée. Au cours du printemps 1894, j'entendis raconter qu'elle allait se rendre à un bal où je pouvais me faire inviter, et je ne laissai pas échapper cette occasion d'aller voir mon ancienne malade, se laisser entraîner dans une danse rapide. Depuis lors, elle a épousé, par inclination, un étranger.